Angelin Près-de-Locage, avant tout, merci infiniment de nous recevoir aujourd'hui pour cet entretien sur le corps du danseur, pour ces 5e assises du corps transformé. Quand vous êtes à une audition, que vous voyez des jeunes danseurs qui veulent par exemple postuler pour entrer dans votre compagnie, est-ce qu'il y a des stigmates corporels qui jouent? Est-ce qu'il y a une silhouette, une attitude? Ou est-ce que c'est justement la fluidité d'une gestuelle ou un corps qui serait plus parlant qu'un autre? Alors c'est intéressant parce que souvent on dit, on met une annonce, compagnie de ballet ou compagnie de danse cherche danseur. Voilà. Mais en vérité, dans mon cas, c'est faux. En fait, je ne cherche pas un danseur. Je cherche quelqu'un qui danse très bien. C'est-à-dire que chercher un danseur, c'est pour moi déjà une manière de voir le corps formaté. C'est-à-dire avec c'est-à-dire quand on le veut. Pour faire simple, quand je veux qu'un de mes danseurs rentre en scène, je ne veux pas qu'on voit arriver sur scène un danseur, mais j'ai envie qu'on voit arriver sur scène quelqu'un. Il s'avère après que cette personne-là, après toutes les informations qu'elle aura diffusées grâce à sa présence, qui nous ramène à ce que je disais, quand on voit arriver quelqu'un, on le reconnaît. Donc que cette personne que vous avez vue entrer en scène, donc vous avez vu quelqu'un rentrer, non pas un danseur, il s'avère que cette personne-là danse en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc quand je fais une audition, je cherche des personnalités qui dansent, qui sont capables de danser très bien. Mais je ne cherche pas des bons danseurs. Ça m'intéresse plus de prendre des individus qui dansent très bien plutôt que des bons danseurs. Voilà. Moi-même, quand je travaille, en fait, peut-être que ma préoccupation de chorégraphe, c'est ça, c'est de donner quelque chose à faire au danseur qui fera naître en lui une certaine émotion. Plutôt que de lui dire, voilà, tu es dans tel état émotionnel et tu vas danser ça. En fait, ce qui serait faux, en fait, qui serait une sorte d'artifice. Et donc, c'est plutôt ça qui me passionne, c'est de voir comment, effectivement, faire une succession de mouvements provoque chez celui qui le fait souvent une émotion, une sensation qui transparaît et qui est lisible. Le danseur va trouver dans ses sensations comment restituer ce mouvement d'une façon personnelle, en fait. Et ça passe par l'idée d'une certaine résistance de l'air qu'on voudrait donner. Si je fais ça, je peux donner l'impression que l'air est épais, qu'il a une matérialité plus dense, plus épaisse. Et si tout à coup je lâche mon bras très vite comme ça, tout à coup l'espace est fluide. Donc cette capacité qui m'est très chère d'ailleurs et qui m'est venue d'un apprentissage que j'ai fait pendant 6 mois du No à Tokyo, où là j'ai vraiment vu à travers les acteurs et danseurs du No ce travail qu'ils font sur la consistance de l'air et qui est je dirais en plus transcendé par l'éventail. Parce que l'éventail, c'est un pan, c'est une surface qui va finalement donner l'idée de la résistance de l'air, voyez. Et ça, appliqué au corps, même débarrassé de l'éventail, on peut retrouver une grande qualité de mouvement, justement, à travers la sensation de la résistance de l'air et puis du poids du corps lui-même. Des membres, des articulations, etc. Et c'est ça qui fait la qualité du mouvement. C'est-à-dire qu'on ne donne pas seulement à voir des formes, évidemment, mais on donne à voir des états de ces formes, en fait. Donc l'idée d'articuler une série de mouvements qui finiraient par nous dire quelque chose que les mots ne peuvent pas révéler à travers un corps, c'est évidemment ce que je considère comme pour moi la plus belle chose. Et c'est pour ça que je suis chorégraphe. Et alors, vous qui avez écrit des pièces qui ont été reprises, notamment à l'Opéra de Paris, vous avez vu des pièces reprises peut-être 10 ans après par d'autres danseurs. Est-ce que chacun, justement, par ce biais, amène quelque chose de nouveau et vous fait découvrir quelque chose de nouveau dans votre écriture chorégraphique? Oui, pour moi, l'art et l'interprète et l'artiste sont là pour se positionner différemment. Chaque artiste pose un regard différent sur le monde et c'est ça qu'il propose à la lecture. Et donc chaque nouvel interprète propose une nouvelle version qu'il apporte dans cette espèce de millefeuille
et qui nourrit l'œuvre en fait. Oui, qui donne de la consistance. Ouais, exactement. Par le croisement des regards, Voilà, exactement. Le croisement des interprétations. Ouais. À ce propos du corps, est-ce qu'il y a opposition entre la danse contemporaine et la danse classique, ou est-ce qu'il y a continuité? Comment faut-il voir les choses? Très souvent, on les met en opposition. Oui, on les met en opposition. Alors, pour certaines choses, à juste titre, puisque la danse classique a une vocation, disons, à la légèreté. Et la danse contemporaine est vraiment plus tellurique, elle est plus ancrée dans le sol. Et le centre de gravité est plus bas. Mais en même temps, moi, j'ai du mal à penser, enfin, en ce qui me concerne, à la notion de danse classique ou de danse contemporaine. Moi, je pense plus, j'ai une sorte d'idée de la danse, en fait. Et pour moi, la danse est un champ dans lequel il y a des techniques, en fait. Et il y a la technique classique, mais comme je vous disais, j'ai travaillé le No, et il y a des techniques corporelles du No, il y a des techniques corporelles des arts martiaux, il y a la danse contemporaine. Dans la danse contemporaine même, il y a différentes techniques extrêmement diversifiées. Donc moi, disons que j'ai pas tellement le désir de me cloisonner ou de refuser tel ou tel apport de l'un ou de l'autre. J'ai envie d'exprimer quelque chose ou d'évoquer une thématique avec 1, 2, 10 ou 20 danseurs, peu importe. Après, j'ai des outils qui me sont offerts, qui sont soit à la disposition des danseurs parce que certains sont virtuoses, peut-être d'une façon plus proche de la technique classique, d'autres de danse contemporaine ou même d'arts martiaux. Et mon travail, c'est de mettre en articulation tout ça. Donc je souhaite pas tellement mettre à l'écart une partie ou une autre. L'idée d'une arabesque, qui est je dirais le symbole, même l'archétype de la danse classique, c'est quelque chose que je n'exclus absolument pas comme une chose à bannir. Enfin, il n'y a pas un mouvement. D'ailleurs, je le dis souvent, un beau mouvement n'existe pas pour moi. C'est l'articulation des mouvements les uns avec les autres qui va faire que c'est beau. C'est aussi ça qui va faire que c'est classique, que c'est moderne. Mais le mouvement lui-même, un mouvement isolé, n'a pas, je vous dis une arabesque, mais une arabesque et puis un corps qui s'effondre dans la seconde qui suit, pour moi, c'est pas classique. Or, c'est constitué de deux éléments, l'effondrement du corps qu'on pourrait mettre dans l'idée de ce que recherche parfois la danse contemporaine, et l'arabesque comme un élément emblématique de la danse classique. Mais articulés ensemble, c'est-à-dire cette espèce d'objet hybride, cette écriture du mouvement, en réalité, est pour moi une écriture qu'on ne peut pas définir comme classique. C'est là où je dis que, enfin, en ce qui me concerne, je regarde le corps avec... En fait, je me pose beaucoup cette question spinozienne, presque. Oui. Dans l'éthique, à un moment, il dit « que peut le corps ?» C'est-à-dire il y a vraiment un paragraphe sur ça. Et donc la question de « que peut le corps ?» Alors moi, je me la pose tous les jours, en fait. Et cette question, donc là, l'éventail est large. Après, c'est à moi, avec ma relation aux danseurs, de porter ce pouvoir, au sens de ce qu'il peut, ce corps, au sommet de son expression et de son expressivité. Dès les débuts de la modernité, la primauté était donnée au torse, au tronc, comme foyer suprême d'expression. Alors, quelle en serait la signification? Est-ce que c'était une volonté de mettre en avant l'animalité du corps, en opposition avec la danse classique où on était très dans la représentation des extrémités, des mouvements de main, des expressions de visage, des pores de tête? Est-ce qu'il y a là un fondement? Oui, je pense que ce n'est pas faux. Je pense que la colonne vertébrale elle-même est une chose qui est assez... qui est pensée comme un axe dans la danse classique et qui est pensée plus comme un champ d'expression dans la danse contemporaine. Donc évidemment, à partir de là, beaucoup de techniques se sont développées, notamment Cunningham, qui a un travail du torse assez inouï dans toutes les directions possibles de l'espace.
Merce Cunningham était un disciple de Martha Graham qui, elle, travaillait beaucoup les sensations primitives du corps. Ce côté du ventre qui se creuse, c'est le centre de gravité qui vient de là. Toutes les émotions venaient du ventre, d'où une grande force du bassin aussi, et de cette partie-là. Et toute l'expressivité chez Martha Graham vient de là. D'où des tas d'œuvres qu'elle a faites où on sent quelque chose qui est de l'ordre de la, je dirais, du réceptacle un peu Donc ça justement c'est quelque chose qui est très lié à la danse, à l'idée d'une danse contemporaine. Et c'est-à-dire de considérer la colonne vertébrale presque comme un cinquième membre en fait, enfin, ou comme le membre essentiel en fait, et non pas comme un axe en fait. Dans le rapport du spectateur au physique de l'artiste, Jean Genet écrit « Un lourdeau sur le fil fait le saut périlleux, il le loupe et se tue. Le public n'est pas trop surpris, il s'y attendait, il l'espérait presque. Toi, l'artiste, il faut que tu saches danser d'une façon si belle, avoir des gestes si purs, afin d'apparaître précieux et rare. Ainsi, quand tu te prépareras à faire le saut périlleux, le public s'inquiétera, s'indignera presque qu'un être si gracieux risque la mort, mais tu réussis le saut et reviens sur le fil, alors les spectateurs t'acclament, car ton adresse vient de préserver d'une mort impudique un très précieux danseur. » Quel commentaire cela vous inspire sur le regard du spectateur par rapport au corps du danseur? D'abord, toutes ces phrases que vous savez par redites, cœur. je les connais par cœur et elles provoquent en moi une émotion. Alors là, ce qui me vient, c'est quelque chose que je dis souvent à mes danseurs, c'est que je leur demande de développer une puissance, vraiment, une fois de plus au sens spinozien du terme, c'est-à-dire de développer sa puissance, ça veut dire d'atteindre son entéléchie, ça veut dire l'optimum de son essence, si vous voulez, pour pouvoir en fait laisser la place à la faille. Ce que je veux dire, c'est que si vous voyez quelqu'un qui est fragile sur scène du début à la fin, bon, d'accord, il est fragile. Si vous voyez quelqu'un qui a une vraie puissance, qui rentre en scène, et à la fois qui l'assume et qui le déploie dans l'espace, dans l'énergie, etc., et qu'à un moment, il y a une faille, alors là, il y a une émotion, parce qu'il y a quelque chose qui se met en rupture avec cette puissance. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est les tensions. C'est les tensions qu'il y a entre la puissance et la fragilité, entre la délicatesse et la massivité, je pourrais dire. Enfin, de trouver des éléments comme ça qui font que ça va exalter l'autre versant, en fait. Si on n'a que des choses massives sous les yeux tout le temps, en fait, on n'a pas d'émotion. Si vous montrez un certain nombre de choses délicates, si tout à coup quelque chose de massif arrive, là, il se passe quelque chose. Dans le jeu même du rythme et de l'équilibre des formes ou des concepts, il y a quelque chose qui se bouleverse, et c'est ça qui m'intéresse. Je reviens sur cette idée de composition. C'est que comment on joue sur les attentes, sur le rythme des choses, sur les biorhythmes même du regardeur, pour citer Marcel Duchamp. Quel est votre regard sur la nudité que l'on voit de plus en plus dans les chorégraphies, dans la danse contemporaine, même dans le théâtre? Alors, je dirais que la nudité, je dirais qu'il y a plusieurs nudités. Pour moi, il n'y a pas une nudité. Oui, j'entends souvent, alors la nudité, il y a des nudités. C'est-à-dire que chacun la déploie différemment. Et puis surtout, il y a une nudité que je trouve plus intéressante, c'est celle qui est érotisée. Parce que dans l'acte érotique, il y a un acte culturel, je dirais. C'est-à-dire c'est une nudité culturelle. Ce n'est pas une nudité naturelle. Je dis ça au sens, je dirais presque, de Claude Lévi-Strauss, qui oppose toujours nature et culture. C'est ce qui est inné, ce qui est acquis. Donc, dans l'acte érotique, dans l'érotisation du corps et dans l'érotisation de la nudité, il y a un acte culturel parce que ça part d'une nudité qui est naturelle, mais qui devient érotique par une sorte de processus ritualisé, etc. Donc, très humain. Et qui est très humain et qui justement rentre pour moi dans le champ de la culture. Alors que le corps nu, donné comme ça à voir, finalement,
C'est intéressant aussi, hein. Mais je dirais que c'est ça que je veux dire. C'est un autre regard. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs nudités. Elles sont toutes intéressantes, mais je trouve que la plus dangereuse et la plus intéressante aussi, je pense que c'est celle qui est érotisée. Celle que l'on voit dans les nuits. Voilà, oui. Tout à fait. Bon, il y a plusieurs nudités, mais il y a quand même une notion de la peau. C'est-à-dire que la nudité, c'est presque un costume, en fait. Ouais, en tout cas, c'est un des plus beaux costumes parce que ça prend la lumière d'une façon assez remarquable, le satiné, et quelle que soit la couleur de la peau, hein, que ce soit blanc, noir, métissé, etc. Toutes les peaux ont cette qualité de satiné absolument remarquable. Donc dans la lumière du spectacle, c'est toujours assez magique cette texture, la peau. Après, je dirais que pour le danseur, il y a la sensation de l'air sur la peau qui est très très importante, qu'on oublie souvent. Même dans l'exercice, je dirais que moi j'ai des souvenirs de travailler à la barre, les jambes nues, en short, et avec un collant, c'est pas du tout les mêmes sensations. Parce que les muscles sont en contact les uns avec les autres directement et provoquent des sensations, des tirements qui sont très différentes de quand elles sont gainées dans un collant. D'accord. Et alors qu'est-ce qui pousse, et ça aurait pu être ma première question, finalement un individu à devenir danseur? Le besoin de s'exprimer ou, pour reprendre Jean Genet, de devenir tel qu'il se voudrait, tel qu'il se rêve, c'est cela qu'il cherche, ressembler plus tard à cette image de lui qu'il s'invente aujourd'hui. Est-ce que vous... Il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire se réinventer soi-même en fait. Et aussi, ce qu'on peut dire et ce que je ressens profondément, c'est quand on est sur scène, on a une sorte d'existence en puissance, c'est-à-dire là, la puissance mathématique, c'est-à-dire puissance 2, puissance 3. C'est qu'on dirait que la puissance est déployée par le nombre de regards. C'est comme si s'il y avait 100 personnes, c'est vous, puissance 100. Parce que chaque regard, en fait, vous nourrit, en fait, ou vous donne une légitimité et donc une responsabilité supplémentaire aussi. Et donc c'est pour ça que je crois que quand on est sur scène, on a un sentiment d'exaltation et qui permettent d'atteindre des moments d'émotion fortes. C'est ça le spectacle vivant aussi, c'est ça qui est formidable. Cette idée qu'on surexiste en fait. Ce moment-là, une sorte de parenthèse où on est plus que ce qu'on est. Et c'est très grisant. Ouais. Où le corps finalement est transcendé et sublimé. C'est ça, on est dans une forme de transcendance. Je crois que ça sera le mot de la fin. Merci infiniment pour cet entretien. Merci. Vous nous avez apporté énormément de choses. Merci pour ce regard. Merci bien.